Vincent Gann, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes le responsable, Vincent, de Daily FX France. C'est le service de recherche du courtier américain FX CM. Vincent, la grande question, c'est le Brexit ou le Remain. Tout dépend du résultat. Le référendum donc, sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne approche à grands pas et la tension monte, en témoigne la très forte volatilité sur la livre sterling. Alors, du point de vue de l'analyse technique, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement sur justement les fluctuations de la livre? Alors l'analyse technique donne beaucoup d'informations sur la livre sterling ces dernières semaines. La première chose, vous en avez parlé, c'est la volatilité. On la mesure de plusieurs façons. Tout d'abord des mouvements versatiles. Alors vous avez un graphique sous les yeux qui montre que depuis quelques semaines, la livre sterling évolue entre 1,40 $ et 1,47 $ sans aucune tendance. Alors elle monte une semaine, puis elle rebaisse la semaine d'après, elle balaye un canal. Dans ces phases-là, généralement, il n'y a pas de tendance. Le marché voit un effondrement des volumes. Là, c'est différent ce qui se passe. Il y a des mouvements très versatiles qui sont directement liés à la publication des sondages. Oubliez les fondamentaux classiques de la livre sterling, la Banque d'Angleterre, les différents statistiques britanniques. La livre sterling, c'est presque un coefficient de corrélation égal à 1 avec la publication des sondages. Donc déjà là, il y a un risque de marché puisqu'il n'y a pas de tendance, mais il y a du volume, c'est versatile. Et d'autre part, lorsqu'on se projette sur les anticipations de volatilité, on parle de volatilité implicite, sachez qu'on dépasse le niveau de la volatilité implicite avant le référendum sur la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni. Donc, actuellement, la tension est très forte sur la livre sterling. Donc pas touche. Pas touche à la livre sterling, c'est un risque de marché à ne pas prendre. Ok, on abandonne donc toute velléité d'action sur la livre sterling, d'autant plus qu'on a des positions vendeuses qui s'accumulent contre la livre sterling et ça présente, ça présente un risque de marché supplémentaire. Exactement. Alors, pourtant, les intermédiaires financiers sont très sérieux. Ils augmentent les marges. Vous savez, le marché des champs, c'est un marché à marge. Donc, pour y accéder, il faut pouvoir immobiliser une partie de son capital. C'est augmenté par 2, voire par 4, voire par 10. Et pourtant, on sent que beaucoup d'investisseurs continuent d'avoir une approche spéculative. On peut envisager aussi des stratégies de hedge fund, de fonds spéculatifs, qui vendent la livre sterling avec un scénario de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a un risque systémique? Parce que si on a une accumulation des positions vendeuses, est-ce que les intermédiaires financiers, les courtiers, pour les nommer, auront la capacité de réagir? Alors, il y a un risque systémique pour l'industrie des courtiers, mais ça peut même concerner les banques. Le marché des champs, c'est un marché de banque. La liquidité, elle est assurée par les banques, ce n'est pas un marché centralisé. En face de vous, si vous achetez de la livre sterling, vous vendez de la livre sterling, vous avez une banque qui vous donne la liquidité. Le jour J, les banques, le jour du vote, le 23 juin, elles ne vont pas se mettre en risque. Et donc, elles vont se retirer. Et à ce moment-là, avoir des stocks importants de positions vendeuses ouvertes, si ces positions vendeuses, par exemple, veulent sortir du marché, elles auront en face pas d'acheteurs. Au contraire, si on est acheteur, il n'y aura pas de vendeurs. Et à ce moment-là, on passe des ordres, mais en face, il n'y a pas de liquidité, le prix s'effondre. Là, il y a un risque systémique pour l'investisseur et clairement un risque systémique pour l'intermédiaire financier. Alors, est-ce que les intermédiaires financiers ont anticipé ce risque? Alors, les intermédiaires financiers ont anticipé ce risque. En bourse, on peut utiliser l'historique. On se rappelle de la Banque nationale suisse qui avait malmené beaucoup d'intermédiaires financiers. Cette fois-ci, oui, ils l'ont anticipé. Beaucoup, la plupart d'entre eux, ils augmentent donc l'accès, la marge requise pour investir sur la livre sterling. Et puis, il y a aussi une démarche volontariste qui est de prévenir les clients de ne pas s'y exposer. Donc, on prévient les clients, mais on augmente aussi les marges pour éviter qu'il y ait trop de positions. Alors, on augmente les marges déjà pour limiter l'accès. Si la marge est multipliée par 5, un client qui pouvait avant investir sur l'investing ne le pourra pas. Et oui, d'autre part, augmenter les marges, c'est aussi une façon pour l'intermédiaire financier de se couvrir. Donc, à votre avis, il n'y a pas de risque fondamental de ce point de vue-là? Alors, il y a toujours un risque parce que, notamment les hedge funds, ceux qui font le volume avec les banques sur le marché d'échange, une augmentation des marges, ça ne va pas forcément les effrayer. Donc, il y a toujours un risque. Mais j'espère que ça ne deviendra pas un risque systémique le 23 juin. Bon, on verra ce qui sortira des urnes le 23 juin. La volatilité, est-ce que ça ne fait pas les affaires de l'or? Alors, en effet, en 2016, la volatilité fait les affaires de l'or. Ces dernières années, lorsqu'il y avait un choc de volatilité sur les marchés actions, que ce soit en Europe, aux États-Unis, alors c'est rare aux États-Unis, mais en Chine par exemple, personne n'achetait de l'or. Les investisseurs institutionnels avaient oublié l'or. Pourquoi? Pas de dividendes, pas de taux d'intérêt, juste un prix. Donc, ce n'est pas fiable pour les clients de ne pas pouvoir se projeter sur un rendement à venir. Cette année, les choses changent. Le premier trimestre 2016, notamment les mois de janvier et février, c'est 15
4% d'appréciation pour l'once d'or, en lien direct avec la chute des marchés actions européens. Donc oui, cette année, pour se couvrir, on revient vers l'once d'or, ça retrouve un aspect refuge, et ça se confirme ces dernières semaines avant l'organisation du référendum au Royaume-Uni. Alors, vous nous avez apporté un graphique qui l'illustre parfaitement. Là, on voit que l'once d'or est sortie du canal baissier dans lequel elle était enfermée. Alors l'once d'or, en effet, depuis 2013, évoluait dans un canal graphique baissier, une tendance très lente, sans réelle force. En janvier, en février, on en sort par le haut. Ça, c'est un signal d'achat de l'analyse technique. On quitte par le haut un trend baissier. Depuis, on se maintient en range entre 1200 et 1300 $. Donc, on confirme finalement avec ce canal la sortie par le haut du canal baissier. Moi, ce que j'observe, c'est que dès qu'il y a de la volatilité, le marché se positionne sur l'once d'or. Dès que le dollar américain baisse, le marché se positionne sur l'once d'or. Techniquement parlant, j'ai un scénario haussier qui est de revenir à 1400 $, qui était la partie haute de l'ancien canal baissier. Et si je devais amener les investisseurs à surveiller un signal de l'analyse technique, ce serait le dépassement du niveau des 1300 $ qui permettrait d'engager les 1400 $. Alors, sur le graphique que vous nous avez apporté, en fait, il y a deux courbes. Donc, la première, ce sont les prix de l'once d'or. Donc, on voit bien les prix qui ont dépassé le haut du canal baissier. Mais la deuxième courbe, elle nous renseigne sur la force de la tendance haussière. C'est bien ça? Exactement. Alors, le prix dans la partie haute du graphique, et en bas, vous avez l'indicateur technique RSI. C'est concrètement la force de la tendance, c'est sa pente. Plus le RSI monte, plus la tendance haussière est forte dans sa pente. Et là, ce qui est très intéressant cette année, c'est que le prix progresse et que la tendance du momentum, qui est représentée ici par l'indicateur technique RSI, est aussi haussière. Prix, momentum, prix, angle de la tendance convergent. Techniquement parlant, c'est très positif pour le potentiel haussier. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est la seule véritable tendance lourde qui se dégage sur les marchés? C'est en effet difficile en 2016 de trouver des tendances de moyen terme qui peuvent durer quelques mois. Si vous me posez la question quel est actuellement le placement moyen terme qu'on peut faire en 2016, donc qui peut s'étendre sur quelques mois, sans aucun doute, je dis l'once d'or. Et j'ai une cible technique encore qui est 1400 $. Objectif annuel. Donc ça, c'est votre conviction. Tout à fait. Bon, on a évoqué le risque politique européen. Il sera avéré ou infirmé. On attend évidemment le résultat du scrutin au Royaume-Uni. Et ma langue a fourché parce que justement, je veux parler des États-Unis. Si on lève cette hypothèque, est-ce que finalement le marché ne va pas se concentrer sur un thème beaucoup plus structurant que le thème politique? Ce sont les États-Unis et le devenir de la croissance américaine et son corollaire, l'évolution de la politique monétaire diligentée par la Fed. Vous avez bien résumé, Vincent. Une fois le risque politique européen levé, le marché reprendra ses réflexes habituels. Les fondamentaux classiques, le thème d'inquiétude numéro 1, c'est l'économie américaine. Est-ce qu'elle va confirmer son accélération? Et derrière, si la Réserve fédérale des États-Unis va confirmer son cycle haussier des taux d'intérêt qu'elle a démarré en décembre 2015. Alors, on a eu tout de même un signal. Il était plutôt négatif avec les chiffres de l'emploi américain. Seulement 38 000 créations de postes le mois dernier. Est-ce que, justement, ça ne va pas freiner les velléités de hausse des taux de la Fed? Et est-ce que ce n'est pas un très mauvais signal pour la croissance américaine? Alors ça les a freinés selon l'approche des investisseurs sur le marché. Ils n'anticipent plus la hausse de taux, ni en juin, ni en juillet, même ni en septembre. Mais la Réserve fédérale, elle considère que c'est transitoire. Même Janet Yellen, le gouverneur, explique que ce sont des phénomènes conjoncturels, des grèves, des conditions climatiques, qui ont amené ce mauvais rapport sur le marché du travail et des créations d'emplois qu'on devrait retrouver plus tard dans les autres chiffres du marché du travail. Donc, je pense que la Fed va suivre son cap, je pense que la Réserve fédérale relèvera ses taux. Et une fois le risque politique levé en Europe, le prochain catalyseur, c'est le vendredi 1er juillet, les chiffres de l'emploi aux États-Unis. S'ils sont solides, moi, mon scénario, c'est un relèvement des taux fin juillet par la Réserve fédérale. Oui, parce qu'en économie, on attend tout de même qu'un chiffre soit confirmé. Une donnée unique ne vaut pas donnée structurelle. Ça peut être lié à quelque chose de passager. Par contre, si 2 fois de suite, elle se confirme, oui, à ce moment-là, ça peut être structurel. Donc, votre scénario, c'est qu'on aurait une hausse des taux en juillet? Oui, je pense que oui, on aura une hausse des taux en juillet par la Réserve fédérale. La seule chose qui ferait qu'elle n'aurait pas lieu en juillet, c'est qu'il n'y a pas de conférence de presse de Mme Yellen prévue en juillet. C'est que 4 fois par an sur les 8 décisions de politique monétaire.
en pleine période estivale. Si elle attend septembre, c'est peut-être pour avoir l'occasion de s'exprimer davantage sur ce sujet. Mais en même temps, le faire en juillet, ce serait aussi une façon de le faire sans créer un gros débat, parce que la plupart des salles de marché se seraient vidées donc, en Europe, aux États-Unis. Vous pensez qu'une hausse des taux ne prendrait pas les investisseurs institutionnels à rebours et ne provoquerait pas de remous sur les marchés des actions américains qui sont au plus haut? Vous nous avez porté un autre graphique, Oui. enfin, c'est assez parlant. Le S&P 500 est depuis 2 ans et demi sur des sommets historiques. Il est sur ses sommets historiques. C'est le marché action le plus résilient cette année à la volatilité. Si la Fed augmente ses taux, le réflexe de l'investisseur américain, c'est de se dire qu'elle a une bonne vision économique, qu'elle anticipe la poursuite de la croissance économique aux États-Unis, davantage de profits par les entreprises. Ils ont une approche positive, les investisseurs américains. En Europe, on voit toujours un grand marché baissier arriver. Donc, je pense que si elle relève ses taux, le réflexe de l'investisseur américain, c'est de faire confiance à sa banque centrale. Et pourquoi pas derrière de nouveaux sommets historiques de l'indice S&P 500, qui est dans un canal depuis 2014. Alors, bon, le S&P 500 est en effet enfermé dans un canal, comme vous l'avez souligné. Qu'est-ce qu'on fait avec les actions américaines? Puisque, a priori, pour le moment, on n'a pas de signal ni de sortie par le haut ou par le bas de ce canal. Alors, ce sera la force de l'analyse technique. C'est très simple sur l'indice S&P 500. Un canal entre 1800 points, c'est le support majeur, et 2140 points, les sommets historiques, la résistance. Le jour, plutôt une fin de semaine, où l'indice S&P 500 dépasse par le haut le canal, c'est un signal d'achat propre à l'analyse technique et devant nous, un potentiel de hausse des actions américaines. Mais en attendant, que fait-on, Vincent? Sans signal technique de sortie par le haut du canal, rien du tout. Le canal peut parfaitement durer 1 an, voire 2 ans de plus. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'on s'abstient de toucher aux actions américaines? Il y a une chose qu'on ne fait pas sur les actions américaines, c'est de les vendre à moyen long terme. Ce serait le plus mauvais choix. C'est le marché action le moins volatile, en tout cas nettement moins volatile que les actions européennes. Donc, même à titre défensif, dans la composition d'un portefeuille, il faut conserver sa poche d'actions américaines, hein. On n'y touche pas. Tout à fait. On la préserve, on la laisse Tout à telle fait. quelle. Alors, on peut toujours arbitrer si on pense qu'à un moment ou à un autre, les actions européennes peuvent retrouver un meilleur comportement relatif, mais l'erreur, ce serait de vendre agressivement les actions américaines dans une optique de dépréciation du prix à long terme. Ça n'arrivera pas sur le S&P 500. Bon, le message est entendu. Si je résume, Vincent, bon, on a de la volatilité aujourd'hui en raison de facteurs conjoncturels et principalement politiques. La question du Brexit occupe les marchés. Il n'y a pas de vraie tendance, sinon sur l'or, l'once d'or que vous voyez atteindre les 1400 $ d'ici la fin de l'année. C'est bien ça. C'est exactement ça, Vincent, vous avez bien résumé. 1400 $, c'est ma cible annuelle. Vincent, merci. Merci à vous, Vincent.